Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La triple menace édition du 24 avril 2025. Qu'est-ce que c'est ça aujourd'hui? Un épisode en plein semaine, ça arrive pas assez souvent, mais l'occasion le permet, en tout cas certainement pour moi. Là. On est comme un peu dans cette phase entre la fin des études et le retour au travail où tout ce qu'on a sur la table, c'est du temps. Et certainement, Félix, du temps pour les séries éliminatoires. Alors, sachez que ce petit épisode d'aujourd'hui va se concentrer sur les séries éliminatoires dans la Ligue nationale de hockey ainsi que dans la NBA. Et, comme je l'ai dit, je suis accompagné de Félix aujourd'hui. Félix, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Peu mieux que malheureusement le Canadien qui ne donne pas beaucoup de raisons d'être très, très heureux ces temps-ci, mais je pense qu'on va en parler. Je pense que ça va être un sujet pareil que les gens veulent entendre parler de cette série-là, donc on va en jaser un petit peu, je pense, là, de cette série-là. Très content d'être avec toi, Mio, pour cet épisode-là qui est un petit peu plus court, un format plus différent, mais on va essayer de faire un petit wrap-up de tout ce qui se passe, parce qu'on a des sacrées bonnes séries, tant dans la LNH que dans la NBA, et il y a aussi le repêchage de la NFL aussi ce soir, pour ceux qui ont envie d'un petit break de série. Ça, on en reparlera dimanche, évidemment, avec tous les résultats et tout, là, mais très content d'être avec toi aujourd'hui, Milo, pour jaser. Très, très réciproque. Écoute, je pense que, comme note d'entrée, je pense que la série Canadien Capitals, ça va être celle à 0-2 dont on va parler le plus aujourd'hui. Je veux dire, proximité du sujet l'oblige. Fait que quand on a enregistré dimanche, Canadien Capitals, c'est pas encore arrivé. Il n'y a pas encore un match qui avait été joué. On avait enregistré le dimanche. Le premier match était lundi. Et il y a même eu un deuxième match qui s'est donné mercredi soir. Et depuis, le Canadien n'a toujours pas de victoire. En fait, à l'inverse, c'est deux défaites. Deux défaites, Félix, qui ont été crève-cœur, à commencer avec le premier match qui a vu Ovechkin marquer à 2 reprises et a même accumulé une passe, si je ne dis pas de bêtises, sur le but d'Anthony Beauvillier. Canadien qui a été malmené physiquement. Ça a été la grosse affaire. Et puis là, au match 2, on semblait être un peu plus égaux physiquement, mais d'entrée de jeu, ce que j'ai envie de lancer sur le premier point, c'est que maintenant, dans ce deuxième match-là, j'ai l'impression que les Capitals ont battu les Canadiens à leur propre jeu qui était d'user de la vitesse et d'une rapidité d'exécution, chose qu'on a vu beaucoup plus au deuxième match. Oui, vraiment, c'est une super bonne façon de le résumer. C'est intéressant parce que le premier match, le Canadien était amorphe pendant 40 minutes de temps. Puis au deuxième match, on l'a été un peu moins. On l'a peut-être été pendant une vingtaine de minutes, une période de temps. Là. Je dirais que la deuxième a été un peu plus spéciale. Oui, on a marqué notre seul but chez le Canadien, mais après ça s'est mis à aller vraiment, vraiment vite dans notre zone. C'est quelque chose qu'on voit chez le Canadien depuis vraiment, vraiment longtemps. En fait, depuis plusieurs mois. Cette équipe-là commence mal ses matchs, soir après soir après soir. Pendant une bonne partie de la saison, on a réussi à s'en sortir avec du hockey de rattrapage. Mais là, surtout au match numéro 2, on s'est fait avoir par un Logan Thompson qui était fumant. Effectué plusieurs gros arrêts dans ce deuxième match-là. Et je veux rien enlever à Samuel Montembeault aussi, qui est tout aussi exceptionnel de l'autre côté. On a un sacré duel de gardiens en ce moment dans cette série-là. Mais ouais, les Canadiens s'est moins fait malmener physiquement au deuxième match. Et là, il y a eu 1001 personnes qui ont réclamé Arbor Xhekaj après le premier match. Mais moi, je m'excuse. Oui, c'est vrai que c'est 2-0 Capitals dans cette série-là. Mais réalistement, là, le Canadien est à vraiment pas grand-chose d'être en avance 2-0 dans cette série-là. Moi, ces deux premiers matchs-là, oui, c'est 2 défaites. Mais si je suis un fan du Canadien, honnêtement, je suis rassuré de la performance de l'équipe dans le sens où on avait 2 matchs à l'étranger contre la meilleure équipe de l'Est. On s'est présenté et on s'est donné une sérieuse chance de gagner les 2 fois. Là, il faut commencer à gagner des matchs. C'est vrai, mais moi, je suis encouragé quand même parce que je vois, puis j'ai dit Canadien en 7 au début. Moi, je maintiens mon Canadien en 7. Je pense que c'est... On a vu maintenant de quoi ça a l'air. L'expérience va être un facteur, mais les jeunes ont commencé à comprendre un peu cette réalité-là. J'ai vraiment hâte de voir la réponse au match numéro 3. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Samuel Montembeault qui, dans les 2 matchs, vraiment joue de l'excellent hockey. Puis j'en sais avec un de mes amis qui dit comme « Hey, pour vrai, c'est dommage parce que c'est sans rien enlever à Samuel, mais
faut encore trouver comme cette constance-là, puis être assuré que soir après soir, il puisse être la réponse devant le filet. Puis surtout quand tu as du monde comme Jakub Dobeš et Jacob Fowler qui cognent à la porte. Samuel Montembeault, c'est là 2,5 buts en moyenne, puis aussi une efficacité de 920 qui est vraiment quelque chose qu'on voyait dans cette poussée en fin de saison-là. Maintenant, le point que je veux apporter, c'est qu'on dirait que plus le temps passe, plus les choses se ressemblent pour les Canadiens qui, encore une fois, ont dû jouer du hockey de rattrapage ou du moins ont dû faire avec des attaquants en panne. Alors que le gardien de but est en train de jouer du solide hockey. Et je veux même apporter un petit point que j'avais d'ailleurs amené sur mon Twitter, que j'ai posé la question « Hey, à 0-2, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce que vous changeriez? Garderiez-vous? Est-ce que finalement, avez-vous toujours resté? » Un premier commentaire que j'ai reçu, c'est de Massimo Verrecchia qui dit « Là, il faut secouer les troupes. Et pour ça, je sors Laine et Savard parce que l'équipe a besoin d'un électrochoc. J'amène Pizzetta et Xhekaj, 2 gars capables de brasser la soupe, de réveiller la foule et de déranger l'adversaire physiquement. » Sur le premier point, tu as parlé de Xhekaj pour rentrer dans la formation. Là, on va jouer un petit peu à l'avocat du diable, mais pourquoi est-ce que de sortir Laine et Savard aux dépens de faire rentrer Pizzetta et Xhekaj serait une bonne solution pour les Canadiens? Je me disais qu'on allait finir par parler de Patrick Laine. Je pense qu'il faut en parler. C'est le gros sujet depuis hier. Et clairement, amener Xhekaj et Pizzetta, c'est un message assez clair que tu es tanné de te faire marcher sur les pieds, tu veux répondre physiquement. Je pense que c'est le seul rationnel possible pour expliquer ça. Là. Clairement, tu n'amènes pas Pizzetta pour ses grandes habiletés de marqueur. Le gars, quand même, aucun hostie de but cette année. Ce qui arrive, par exemple, de cette idée-là, que je suis pas un grand fan, par exemple. Oui, Patrick Laine, on l'a vu extrêmement difficile à 5 contre 5. On le connaît. Patrick Laine, on l'a vu cette année. Puis Patrick Laine marque plus en avantage numérique, qui était un peu ce qui sauvait, un peu ce qui lui donnait une valeur dans cet alignement-là. C'est ça que je voulais dire. Là, ouais. On tenait à cette idée de l'avantage numérique, puis il y a un avantage numérique en particulier en deuxième période que je sais que tout le monde va s'en rappeler, c'est où c'était du va-et-vient avec Lane Hutson pendant un solide 15 secondes pour que finalement, ce soit un tir des poignets qui frappe l'extérieur du filet à gauche. Oui, Laine a complètement perdu confiance en son tir en ce moment, puis on le voit assez clairement. Autant pendant des semaines et des semaines, ça a été ça a sauvé l'avantage numérique du Canadien, le retour de Patrick Laine, et là, est complètement amorphe depuis le début de cette série-là. Dimanche, quand on a parlé de cette série-là, moi, j'ai proposé Ivan Demidov sur l'avantage numérique, et d'ailleurs, je vais en parler un petit aparté là-dessus. Demidov, en ce moment, a l'air extrêmement invisible, mais c'est sûr que c'est relativement prévisible dans le sens où il s'habitue à un style de hockey qui est extrêmement différent de ce qu'il a pu connaître en Russie. Ça joue beaucoup plus physique, beaucoup moins d'espace que ce qu'il peut avoir en Russie. Le scénario parfait pour le mettre en confiance, le laisser briller avec son talent, c'est de le mettre sur la première vague d'avantage numérique. Et ça, sur Patrick Laine, je vais être d'accord avec ça. Il faut enlever Patrick Laine de cette première vague d'avantage numérique-là, ramener Caulfield à l'endroit où est-ce que Laine est en ce moment et mettre Ivan Demidov sur cette première vague-là. De 1, Laine, ça ne fonctionne plus. De 2, Caulfield, lui, n'aura pas peur de tirer. De 3, tu as Demidov qui t'ajoute un autre excellent créateur offensif. Pour moi, ça, c'est le changement qu'il faut apporter avec Patrick Laine. Le sortir de la formation complètement, c'est facile en ce moment de critiquer Laine. Puis oui, hier, sa deuxième période a été difficile, mais je pense que tu ne peux pas te permettre de laisser dans les estrades un gars qui t'a marqué 20 buts en ayant joué une demi-saison. Je pense pas que tu peux te permettre de le faire. Je comprends pourquoi on voudrait le faire. Je pense pas que tu peux te permettre de le faire. Puis David Savard dans les estrades, je comprends aussi pourquoi. Je pense que ça n'arrivera pas quand même important pour le désavantage numérique. Puis on sait qu'il va prendre sa retraite et tout. Je pense que ça enverrait un drôle de message de mettre David Savard dans les estrades. C'est pour ça que je pense que la formation va être la même. Moi, si j'avais à mettre un vieux $2, je pense que la formation est la même qu'au dernier match. Puis je comprends pourquoi on voudrait faire jouer Xhekaj. L'idée du 11-7 a été soulevée. Martin Saint-Louis déteste le 11-7. Il l'a dit à plusieurs reprises. C'est pour ça que j'ai des doutes. Mais peut-être que là, vu son équipe en troisième période se battre avec 9 ou 10 attaquants, Heinemann a joué 2 présences, Armia 1 et Laine 0. Donc, a fait une période sans ça. Peut-être qu'il va se dire, OK, gars, on essaye, on 7 tant qu'à bencher Laine toute la game ou si bien mettre Xhekaj. Mais je serais surpris que ça change. Je pense que ça va être un 12-6 avec les 18 mêmes participants. Autre commentaire que j'ai reçu sur ma publication, c'est Justin qui dit, et là je cite, « Fuck Laine on God, s'il pouvait s'asseoir sur la glace, je pense qu'il le ferait. » C'est ça, je pense que il y a en ce moment, Laine... Le mépris.
L'année en. Il y a des critiques qui sont justifiées. Je pense qu'on pousse un peu loin. Je pense on réagit peut-être un petit peu trop à une très mauvaise période. Parce que l'année a quand même eu un premier match correct. Là, il y a eu la séquence en prolongation qui était bizarre. Là. Puis sa première période du match-jeu était correcte. Mais l'année c'est un spécialiste. C'est vraiment un spécialiste. En 2021, là, c'est une drôle de comparaison, là, mais la meilleure comparaison que je pourrais faire, c'est quand Eric Gustafsson était avec l'équipe en 2021. Il était là pour une seule raison, rouler un avantage numérique. Tu ne le voyais jamais à 5 contre 5. Puis c'est plus difficile de cacher l'année et tout, je comprends, mais je pense quand même pas que tu peux te permettre de laisser partir. Puis je le mettrais sur la deuxième vague d'avantage numérique. Je pense que c'est peut-être que de changer un peu le vibe un peu autour de lui, je pense que ça pourrait être une bonne chose. Puis on sait que sur la deuxième vague, Mike Matheson n'a pas peur de tirer. Fait que peut-être que ça va l'aider un petit peu à ce niveau-là, au lieu d'avoir un Hudson qui essaie tout le temps d'y faire la passe. Puis ça a marché tellement longtemps, tu peux pas blâmer Hudson d'essayer ça. Mais je pense que peut-être si on veut brasser la soupe, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut faire. Mais je suis pas prêt à mettre la ligne dans les estrades. Si on le refait jouer demain et que ça ne fonctionne vraiment pas, il joue même plus en avantage numérique et tout. Rendu là, si l'année ne joue pas en avantage numérique, là, je suis d'accord avec toi, il n'y a plus aucune utilité dans cet alignement-là. Mais je pense encore que tu ne peux pas tout de suite abandonner une bonne partie de la recette qui t'a amené où est-ce que tu es en ce moment. C'est difficile, mais à l'inverse, là, on a quand même eu droit à. Comment je pourrais dire ça? En soi, je ne sais pas non plus. Je suis un peu hésitant à l'idée de vouloir rentrer ces éléments physiques-là parce que, Caulfield, Suzuki et compagnie, oui, se sont fait brasser, mais à la fin de la ligne, c'est 2 matchs qui se sont joués à un but. Exactement. En pratique, là, le score hier, ça s'est terminé sur un but dans un filet désert, mais au-delà avec moins d'une seconde à faire. Ouais, c'est ça le pire. C'est ça le pire avec une petite mise en jeu, juste pour dire. Puis, non, c'est ça. Je crois pas que l'élément physique, c'est encore la chose à ramener parce que, encore une fois, tu vois, ils étaient dans le coup à pas grand-chose dans le premier match, quand même. Mais ça. On n'a pas le choix non plus en tant que partisan du jeu d'apprécier là, Alexander Ovechkin, là, de le voir là, d'être là à le voir jouer contre notre équipe nationale dans ces séries éliminatoires-là. Que dire? Un premier match assez époustouflant avec un but en prolongation. T'as vu à quel point il était content. Puis ça, c'est après qu'on a tous appris comme « Hey, c'est son premier but en prolongation lors des séries éliminatoires en carrière. » Puis le gars est à quelques mois de souffler ses 40 bougies. Il y a ça, mais tu vois des gars comme Anthony Beauvillier et Pierre-Luc Dubois qui connaissent des grosses séries. Puis ça, on se dit ça comme hey, ça aurait-tu pas été assez le fun? Hey, Pierre-Luc Dubois, on comprend que finalement, l'offre sur la table n'était pas tant exaltante pour les équipes pour aller chercher. Tu sais, Anthony Beauvillier, là, il était libre comme l'air. Tu avais du change assez pour aller chercher. Oui, puis demande à Martin Saint-Louis s'il aimerait mieux avoir Patrick Laine ou Anthony Beauvillier en ce moment. Je veux dire, s'il faut qu'on soit rendu là. Quand l'échange est arrivé au mois, c'était quoi, juillet, août, on était excités. Et avec raison, le plafond de Patrick Laine est des années-lumière en haut de celui d'Anthony Beauvillier. Mais là, on prend du recul puis on voit, selon les besoins des Canadiens en ce moment, d'un jeu soutenu, d'un jeu avec de l'effort, ou d'avoir l'air de vouloir être là, tu sais. Ouais. Anthony Beauvillier, en ce moment, peut t'en donner plus. Oui, au niveau de l'effort, sans aucun doute, et tout, pas le talent de l'année. Puis, je trouve qu'on casse beaucoup de sucre sur le doigt à l'année. Je pense que je l'ai dit tantôt, là, mais oui, il n'est pas parfait. Oui, il est ce qu'il est. Puis, c'est vraiment pas un joueur parfait. C'est un joueur qui est. C'est un mal nécessaire. C'est ça, c'est un joueur extrêmement situationnel. Puis là, en ce moment, ce qui est plate, c'est que sa situation, il a perdu confiance en sa situation. Fait que là, en ce moment, c'est vrai que je comprends pourquoi il y a des gens qui veulent le sortir de l'alignement. Je comprends pourquoi. Mais en ce moment, c'est vrai que c'est pas un gars qui, surtout en deuxième période, hier, a vraiment pas donné un grand effort. Ça, je le concède.
Je sais pas comment. Je me demande comment on va gérer son cas cet été. Parce que je pense pas qu'il y a une équipe qui va vouloir aller le chercher à 8,7. Est-ce que tu retiens du salaire pour l'échanger? Est-ce que tu payes quelqu'un pour le prendre? Est-ce que tu le gardes? Est-ce que tu rachètes son contrat? Je sais vraiment pas comment on va gérer Patrick Laine cet été. Puis là, je m'avance. On va commencer par finir la série. Puis on va attendre l'élimination ou la fin de la saison de l'équipe avant de jaser de ça. Mais j'ai vraiment hâte de voir. Parce que je pense que les prochains matchs vont en dire beaucoup. Puis hier, c'est drôle parce que je voyais Caulfield en fin de match à 6-5 prendre des tirs de l'endroit où est-ce que l'année est habituellement. Puis j'ai fait, man, Caulfield est supposé être là. Il est à sa place. Il était plus dangereux à ce moment-là que depuis le début de la série. Puis il connaît une bonne série dans l'ensemble, mais cette fin de match-là, il a été extrêmement dangereux. Et je pense que en ce moment, l'année sur la première vague d'avantage numérique, ce n'est plus justifiable. Surtout avec, tu peux ramener Caulfield et avoir un gars comme Davidov qui cherche la confiance, recherche à trouver son mojo de son premier match, puis si tu veux mettre tes gants en confiance, je pense que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Puis je comprends pourquoi les gens veulent tasser l'année, mais c'est ça que j'ai à dire sur l'année. Je pense qu'en ce moment, on est sévère avec lui avec raison, mais je pense qu'il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Ça sera certainement l'occasion de se reprendre pour le Canadien dans ce troisième match qui aura lieu vendredi soir au Centre Bell cette fois-ci. Vite là-dessus, là maintenant, on parle toujours, bien sûr, la foule montréalaise. Est-ce que la tempête, est-ce que la vague, le tonnerre du public montréalais, c'est vraiment quelque chose qu'on peut prendre en compte afin d'aller chercher une première victoire dans cette série-là? Ça va peut-être faire en sorte que l'arbitrage va donner 1 ou 2 appels de plus aux Canadiens. Tu sais, si t'es à Washington, par exemple, un double échec au visage, comme celui dans le visage de Cole Caulfield, les deux dans le visage de Brendan Gallagher, si t'as les fans, 21 000 fans montréalais qui ont la réputation d'être un petit peu bruyants, là, si t'as tout ce monde-là qui se bat à devenir arbitre, puis à huer les arbitres, puis à les traiter de tous les noms, peut-être que là, les arbitres ne veulent pas, sont humains aussi, peut-être que, on va acheter appel, on va donner 2 minutes. Peut-être que ça fait changer un petit peu ça, puis surtout, j'ai hâte de voir comment les gars vont sortir demain. Si les gars, en retard 0-2 dans la série, avec une foule qui va être survoltée au Centre Bell demain, si les gars sortent mous, si les gars sont pas capables d'avoir une grosse première période, cette équipe-là ne mérite pas d'aller plus loin, c'est aussi simple que ça. C'est un énorme test pour le caractère de ce jeune groupe-là demain. Il ne faut pas qu'il se laisse dépasser par le moment non plus, parce que ça va être une première expérience avec un Centre Bell plein pour pas mal l'entièreté de ce groupe-là même. Il va falloir qu'on réussisse à gérer les nerfs aussi, puis utiliser cette énergie de la foule-là de la bonne façon, puis de se motiver, connaître un gros début de match, ça va être important, et peut-être jouer dans la tête de Washington, qui en ce moment sont assez en confiance. Félix, toi, es-tu en confiance pour le restant des choses? Pour les Canadiens, je garde mon Canadien en 7. Je pense que les Canadiens vont gagner les 2 prochains matchs à domicile, et les 3 derniers, ça va être l'équipe à l'étranger qui va gagner les 3 derniers matchs. On ne déroge pas du plan, vous l'aurez entendu ici en premier. Une autre équipe aussi d'ailleurs que je veux toucher là-dessus, qui est à 0-2, qu'on va quand même décortiquer pas pire, Félix, c'est la catastrophe que sont les Oilers d'Edmonton contre les Kings de Los Angeles. Pas mal unanimement, je pense, sur le balado, je ne me rappelle plus trop de ce que tu avais dit, mais on s'était entendu que c'était l'année que les Kings allaient sortir les Oilers, parce que, man, les Kings sont très bons, mais tu sais, on ne peut pas douter non plus de ce que les Oilers ont, qui est cette fameuse expérience de séries éliminatoires. Encore une fois, on va le dire, ils étaient à 1-2 buts de soulever la Coupe Stanley l'année passée, après avoir même, ils perdaient 0-3 dans cette série-là. Là, on est déjà à 0-2 dans cette série contre les Kings de Los Angeles. Stuart Skinner est présentement incapable d'arrêter une rondelle. Je veux dire, on est quand même à des statistiques de 810 avec 11 buts encaissés en 2 sorties. Et pendant ce deuxième match-là, Connor McDavid, Evan Bouchard et Ryan Nugent-Hopkins ont été blanchis de la feuille de pointage. Nugent-Hopkins, d'ailleurs, qui n'a toujours pas de points dans cette série-là. Qu'est-ce qui se passe-t-il à Edmonton? On s'ennuie de Mathias Ekholm. Je pense qu'on s'ennuie vraiment, vraiment beaucoup de Mathias Ekholm. On savait que ça allait être une grosse perte, mais là, cette équipe-là, défensivement, c'est épouvantable. En ce moment, tes 2 meilleurs défenseurs, c'est Darnell Nurse et Evan Bouchard qui, en tout respect pour les 2 gars qui sont quand même des bons défenseurs offensifs dans leur zone, c'est une toute autre histoire. Stuart Skinner n'a pas des grandes séries, puis en plus de ça, il y a une défensive épouvantable devant lui. C'est pas un bon mélange. Fait que ça force les attaquants à être surhumains. Et le premier match, on a failli avoir une remontée furieuse des Oilers en 3e période. Finalement, Philippe Danault qui a mis fin aux espoirs de remonter des Oilers avec un but en toute fin de 3e.
Là, ce que je me demande à Edmonton, est-ce que Calvin Pickard va être le gardien de ce troisième match-là? Je pense que Stuart Skinner, peut-être que tu dis que tu as fait le tour à un moment donné. Oui, il t'a amené loin l'an passé, mais il faut que tu évalues cette année. Là, puis clairement, ça ne marche pas. Skinner, peut-être que tu envoies Pickard changer un peu essayer de changer un peu le momentum de la série. Parce que là, tu es en retard 0-2, il faut que tu essayes quelque chose. C'est aussi simple que ça. Les Kings, en ce moment, ont l'air tellement supérieurs aux Oilers. Puis les Oilers ont gagné cet affrontement-là les 3 dernières années. Là, en ce moment, les Kings ont l'air tannés d'être le petit frère qui se fait niaiser par le grand frère à Edmonton. On veut répondre. Le petit frère a eu sa poussée de croissance, là, commence à répondre un peu. J'aime ça. Je suis content pour les Kings. Je trouve que c'est vraiment cool pour eux. Mais je pense que les Oilers, on va voir les Oilers montrer les dents à un moment donné dans cette série-là. Je pense que les Kings vont quand même gagner, mais les Oilers ont du travail. Ah, mais c'est vraiment épeurant. Je veux dire, déjà aussi, la grosse affaire dans cette série-là, où on parle, oui, de Mathias Ekholm, mais c'est surtout l'avantage numérique aussi. Les Kings qui sont 5-10 sur l'avantage numérique, les Oilers 0-5. Au point même que les Kings ont sorti leur fameuse formation à 5 attaquants. Là. Ouais. C'est Sérieux, 5 attaquants. Moi, je trouve que c'est respectueux, 5 attaquants. Andrzej Kopitar est tellement responsable défensivement qu'il était capable de le mettre quand même comme attaquant sur l'avantage numérique. Ben, les Maple Leafs font ça aussi avec Mitch Marner, qui est tellement responsable qu'ils peuvent se permettre de... Puis Matthews aussi, qui est pas mauvais défensivement. Mais mettre 5 attaquants, c'est vraiment... Je trouve que c'est vraiment un manque de respect. Mais gars, ça fonctionne pour les Kings, 5-10, comme tu l'as dit. Puis surtout, l'autre bord, McDavid puis Draisaitl qui sont tranquilles en avantage numérique, tu ne peux pas demander mieux. Tu vas gagner cette série-là si tu es capable de contrôler l'avantage numérique des Oilers, de le contenir plus que de le contrôler. En ce moment, les Kings utilisent la recette pour battre les Oilers. Ça fonctionne bien. Il faut voir si on va être capable d'aller chez les 2 autres victoires qui nous manquent. Mais en ce moment, ça tient bon chez les Kings. Puis c'est cool pour eux. On avait besoin, enfin, de se présenter dans ce duel annuel contre les Oilers. Bien que tu as dit une victoire des Kings à la lumière des performances, autant sur le niveau du pointage et de ce qu'on a vu, est-ce que les partisans des Oilers devraient encore avoir espoir d'une remontée? Tant que tu as Connor McDavid et Leon Draisaitl, tu devrais toujours avoir espoir que tout est possible. Je pense que c'est aussi simple que ça. Tu as 2 des possiblement 3-4 meilleurs joueurs de toute la NH dans ta formation. Je veux dire, habituellement, c'est une pas pire recette pour avoir du succès, mais clairement, tu vois que c'est pas l'équipe de l'an passé. C'est beaucoup moins bon que l'an passé. C'est là que tu dis que Philippe Broberg, ça aurait été le fun de le garder. Là. Dylan Holloway est blessé, mais il aurait aussi été le fun à avoir dans cette formation-là. Mathias Ekholm. On a tellement eu de blessures à Edmonton cette année, ça n'a aucun sens. Puis, je pense que l'équipe a été usée l'an passé. On voit souvent ces équipes-là qui se rendent loin en série. Souvent, l'année d'après, ont de la misère, en arrache un petit peu. Ou des fois, c'est 2 ans après. Là. Mais je suis pas confiant que les Oilers vont réussir, mais tant que tu as McDavid et Draisaitl, tu peux jamais dire jamais. Il y a une autre équipe assez usée qui a joué 2 finales consécutives sur laquelle on va revenir dans pas long. D'ici là, j'aimerais qu'on reste toujours un petit peu dans l'Ouest, dans une autre série qui a vu quand même une tournure assez surprenante dans ce match au sommet dans la centrale entre les Stars et l'Avalanche du Colorado. Les Stars, Félix, qui causent déjà une première surprise dans cette série-là et vont chercher la 3e partie, la première au Colorado d'ailleurs, en prolongation sur un but de Tyler Seguin. Et on parle en NBA de cette série Nuggets-Clippers qui voit des joueurs comme James Harden, Russell Westbrook, Kawhi Leonard, ces vétérans-là qui font un tour de force durant ces séries éliminatoires-là. Cette série-là, on parle de Tyler Seguin, on parle de Jimmy Benn, puis on parle de Gabriel Landeskog. Et on n'est pas en 2015, là. On est 10 ans en tout ça, là. Et puis hier, c'était le grand moment, le retour de Landeskog. Puis d'ailleurs, une petite seconde pour Landeskog. Là. Quel retour impressionnant. 3 ans, c'est plus de 1000 jours sans jouer. Landeskog qui revient. Je pensais que l'aréna allait exploser au Colorado. Ben, les gens étaient tellement contents d'avoir Landeskog. C'était super cool quand même. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Mais, vas-y. Et moi étant le premier, j'ai même des amis qui me sortaient des affaires comme Gabriel Landeskog pour revenir. Je suis comme ben non, il ne viendra pas. Je veux dire, je pensais. Puis même jusqu'à il y a 2 mois, je ne croyais pas qu'il allait revenir. Tu sais, quand on commençait à parler d'histoire d'injection, de cartilage dans les genoux, oublie ça.
oublie ça. Puis il nous a prouvé qu'il est capable. Puis ça se mérite déjà une nomination au Masterton pour l'année prochaine. Ah, c'est déjà gagné. C'est déjà celle de même, c'est déjà gagné. Mais et puis d'ailleurs, à quel point, déjà, quand il l'a annoncé à la foule, c'était débile. Quand il a sacré Mikko Rantanen à terre après 2 minutes, sérieusement, ça devait être tellement plaisant pour un fan de l'Avalanche, à ce moment-là. Le gars qui revient, ton capitaine qui revient, puis qui envoie l'autre à terre, qui rend pas mal l'ennemi juré. D'ailleurs, parlant de Rantanen, un début de série assez lent quand même pour Rantanen. Finalement, passif, son premier point. Je dirais. C'est ça. A inscrit son premier point de la série sur le but gagnant hier en prolongation. Une mention d'assistance. Mais ce qui est impressionnant, c'est que Dallas, dans ces 2 derniers matchs-là, ont mené pour un grand total de 70 secondes pendant 2 matchs et on ressort de là avec 2 victoires. Les bonnes équipes trouvent des moyens de gagner. Dallas l'a fait au match 2, match 3. Elle est en volée une au Colorado. Après que Colorado en ait volé une à Dallas, on reprend l'avantage Dallas. Voler est un grand mot, par contre. Là, ils ont assez mal. Oui, c'est ça. On volé dans le sens où on est allé chercher une dans ce sens-là, bien sûr. C'est ça. Puis on reprend l'avantage du domicile aussi avec ça, ce qui est important. Puis on a l'opportunité de se donner une chance de gagner cette série-là à la maison au match 5 si on est capable de gagner au match 4. Mais de penser que l'Avalanche va juste se laisser, va pas se défendre, essayer de remonter cette série-là, c'est mal connaître l'équipe qui a Nathan MacKinnon, Cale Makar, puis tout ce beau monde-là. Arthurie Lekonen, il a tellement passé proche de la victoire à l'Avalanche, puis qu'il a Shane Albert comme dans ses belles années à Montréal. Puis en plus, il a développé une réputation de marquer des gros buts en série, Lekonen. Pour que lui ne marque pas ça, c'est quand même rendu. C'est vraiment un gros coup de malchance pour l'Avalanche. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Mais en ce moment, je pense que c'est la série la plus excitante à suivre dans toute la NH qui se passe avec le. Il y avait déjà le gros narratif de Mikko Rantanen, mais là, il y a vraiment quelque chose de le fun à suivre dans cette série-là. C'est 2 des meilleures équipes de la Ligue qui s'affrontent au premier tour. Le héros national, Arthurie Lekonen. D'ailleurs, un de plusieurs joueurs de l'Avalanche qui ont été blanchis dans ce 3e match-là. Félix, c'est une anomalie où Nathan MacKinnon, Cale Makar, même Jonathan Drouin, Martin Necas, tout le monde, absolument aucun point dans ce match-là. Même le seul but, c'était Valérie Nichushkin sur des passes de Sam Alinsky puis Samuel Girard. Ça en dit long. Les 3 gros canons quand même de cette équipe-là. Exactement. Mais on peut également remercier backup goaltender Jake Oettinger pour faire référence à une séquence qui est arrivée dans un match Jets Stars. Mais Jake Oettinger connaît une grosse série aussi, moyenne juste en haut de 2 buts accordés avec une efficacité de 910. On va avoir besoin quand même de solides performances de Jake Oettinger si tu veux espérer gagner contre cette équipe de l'Avalanche. On parlait d'équipes d'ailleurs de l'Est, Félix, qui ont beaucoup de vécu. Les Panthers de la Floride, c'est l'autre équipe exactement qu'on faisait mention, qui a joué 2 finales consécutives. S'il y a une équipe qui sont usées, ça devrait être eux. Et pourtant, eux, d'ailleurs, qui ont profité de la plus longue pause avant de pouvoir jouer. C'était littéralement la dernière journée possible. C'était eux que... c'était long, man! Ah ouais, vraiment, vraiment. Tu sais, les premiers matchs, ça faisait déjà 2-3 jours qui étaient passés. Puis shit, c'est vrai. Il y a une série intra-État entre les Panthers et le Lightning qui joue. Même Lightning qui, selon bien du monde, peut faire un bout de chemin en série. Puis on prenait quand même un peu le facteur du fait que les Panthers allaient être usés et ça n'a pas du tout paru dans le premier match à Tampa. Ah non, tu trouves? Je sais pas qu'est-ce qui te faisait ça. Le fait que Vasilevski avait l'air d'une passoire complètement, le fait que le Lightning était. Je ne savais plus où donner de la tête. Le fait que Matthew Tkachuk, premier match de retour, a 2 buts, 1 passe. Impressionnant quand même que Matthew Tkachuk pouvait tellement pas jouer le match 82, beaucoup trop blessé, mais premier match des séries. Écoute, même moi, je dis que je crois pas. Il est clairement pas assez en santé pour jouer. En même temps, qu'est-ce que je sais? Mais je pense, tu sais. J'étais comme, man, je m'attends pas à ce qu'il peut jouer, on va juste le faire jouer parce que, c'était quand même une grosse blessure, ce qu'il y a eu au tournoi des 4 nations, puis arrive, puis ramasse 3 points sa feuille de pointage, Ça n'a pas trop pris de temps avant qu'il fallait laisser sa marque cette série-là, puis le Lightning, c'est une bien meilleure équipe que ce qu'on a vu au premier match. Je pense que on peut pas penser que les Panthers vont gagner 4 matchs de suite, rosser le Lightning 4 matchs de suite, mais écoute, ce que j'aime de ce premier match des Panthers, c'est qu'on démontre que il y a beaucoup de gens, incluant moi, qui leur ont manqué de respect parce que c'est 2 finales de suite, dont le champion de la Coupe, tellement de blessures. Il y a eu un manque de respect quand même pour les Panthers, puis je vais être le premier à l'admettre. Je pense que le Lightning va encore gagner cette série-là quand même. Un match ne change pas ma prédiction.
Mais je pense que là, le Lightning a compris que ça allait pas être une série facile. C'est pas parce qu'il y a eu une tonne de blessés de l'autre bord que ça va être facile à gagner cette série-là. Le Lightning est mieux de se lever parce que ça a été un premier match extrêmement difficile face aux Panthers. Ouais, ça a été difficile. Tu parles de Vasilevski, reçu 17 tirs, pas été sollicité trop souvent. Mais quand il a été, ça a été assez désastreux avec pourcentage d'efficacité de 647, qui est assez terrible. Oh non, c'est absolument terrible. Festival offensif pour les Panthers qui frappe en premier dans cette série-là. Puis pour finir, dans l'Est, on a Hurricanes, Devils. La logique a été respectée, mais la malchance s'abat encore sur les Devils qui perdre encore du monde comme ça se peut pas. C'est assez terrible. Puis Toronto-Ottawa qui aussi a été un massacre à faveur des Maple Leafs dans le premier match pour que finalement Ottawa menace au deuxième match. Tout ça pour que ça se finisse sur un but en prolongation de la légende des Canadiens lui-même, Max Domi, qui fait ça. Avais-tu eu la chance de voir le match en direct? Oui, j'ai vu la prolongation. J'ai pas vu le match, j'ai vu la prolongation. Puis quel mauvais jeu de Drake Batherson et quel mauvais jeu de Dylan Cousins dans sa zone. Épouvantable. Puis c'est drôle parce que Travis Green n'arrête pas de répéter « Oh, on méritait un meilleur sort les 2 premiers matchs. » Ouais, peut-être, mais c'est... Les Maple Leafs sous Craig Berube jouent ce style-là où on accorde beaucoup de chances de marquer, mais on n'accorde aucune chance de qualité. Puis c'est là que ça fait mal. Les Maple Leafs n'ont pas beaucoup de chances, mais des chances de qualité. Puis c'est là que ça fonctionne. Tu mets des gars élites avec des chances de marquer de qualité en série, c'est le genre de résultat que tu as. Non, définitivement. C'est intéressant de voir aussi comment cette série-là va pivoter du côté d'Ottawa. Puis pour finir, les 2 dernières séries dans l'Ouest qui mettent en vedette les Blues contre les Jets de Winnipeg. Les Jets qui ramassent les 2 premiers matchs à Winnipeg malgré une première sortie tellement nulle pour Connor Hellebuyck que tu te dis « Oh! Ouais. Est-ce que le Connor Hellebuyck des séries est déjà de retour, Félix? » Mais on a quand même profité de sacrées performances jusqu'à présent de Mark Scheifele et Kyle Connor. Ah, vraiment, ces gars-là se lèvent. On sait que c'est les moteurs de l'attaque des Jets. Puis Mark Scheifele a une saison... à Montréal, on ne l'aime pas, Mark Scheifele, depuis ce qui s'est passé avec Jake Evans en 2021, mais ce gars-là est devenu un premier centre élite. En fait, il a toujours été un bon premier centre, mais a vraiment pris une coche cette année, je trouve, Mark Scheifele. Puis Kyle Connor, qui est un de mes joueurs préférés de toute la LNH. Les Jets sont aussi bons que ça, puis Nicolas Ehlers n'est pas là. C'est ce qu'il faut que tu te dises, c'est assez impressionnant quand même. Cette équipe-là est complète. Puis si Connor Hellebuyck peut juste continuer à jouer du gros hockey, les Blues ont de la job à faire. Parce que Robert Thomas, c'est bien, là, mais on s'ennuie de Dylan Holloway derrière lui en ce moment. Puis vraiment. Ça fait dur. Puis finalement, écoute, le Wild qui cause la surprise aussi en ayant volé un match à Vegas. 3 points de Kirill Kaprizov. On va espérer une série longue entre ces 2 équipes-là, voire, sans dire une équipe de petit marché, mais mettons de marché moyen. Mais c'est un gros contraste entre Vegas et le Minnesota. Que tu dis. C'est le state of hockey quand même, le Minnesota. Quand même, oui, c'est ça. En fait, la différence de grosseur de marché, mais l'amour pour le hockey est complètement différent des 2 marchés aussi. Mm-hmm. C'est comme le duel du plus gros marché contre le marché qui aime le plus hockey. Ouais, c'est ça, state of hockey, mais en même temps, t'as la place qui est la plus flamboyante dans la Ligue nationale. Fait que la seule place qui est plus flamboyante, c'est le tournoi au Minnesota, là, où t'as comme toutes les kids du high school qui jouent avec des cheveux bleachés, qui ont des coupes de cheveux dans le filet. Ça, c'est l'endroit le plus flamboyant au monde entier. Cette arène-là où est-ce qu'ils jouent ces matchs-là avec les coupes de cheveux fuckées, là, ça, c'est incroyable. J'adore tout de ça. Oh my God. Anyways. On va passer au basketball. C'est sûr que là, on va se reparler dimanche, puis on va avoir quelques séries qui sont peut-être sur le point de se terminer, ou du moins s'il y a balayage en cause, il y en a certainement qu'on va pouvoir rejaser d'ici là. Pour le basketball, Félix, c'est un peu différent du hockey parce que là, ça vient avec le sport en soi, puis comment les ligues sont composées, que les équipes 1-8, souvent, ça va être une assez grosse domination. Il y a un peu moins de choses à jaser. Puis, c'est sûr que Thunder, Grizzlies, encore une fois, la logique est respectée. Le Thunder l'emporte par 50 points à chaque fois. Puis, c'est fou. Je regardais hier soir la deuxième game entre les Warriors et les Rockets. Match qui s'est d'ailleurs terminé genre à 00:30. Puis, après ça, on est avec le groupe d'Inside the NBA qui présentent leur horaire pour mercredi soir, ou du moins la prochaine soirée qu'ils allaient présenter.
Et Charles Barkley qui pète sa coche parce qu'ils ont Thunder Grizzlies, puis ils ont genre Knicks Pistons, qui est une bonne série en soi. Mais il manque le match Nuggets Clippers, puis Charles Barkley, ça le mettait en tabarnak, puis tu le voyais en ondes en train d'envoyer chier ses patrons. Il dit là, c'est qui le patron qui a décidé qu'on allait avoir ça, puis il les appelait par leur nom. Là. C'est qui a décidé qui a décidé que c'est NBA TV qui allait avoir Nuggets Clippers? Ah, man, Charles, meilleur analyste studio de l'histoire du sport professionnel, ce gars-là. Incroyable. Surtout qu'il passe ses soirées en ondes à dire qu'il a hâte de sortir pour aller regarder le hockey. C'est pas hier qu'il est allé faire un tour sur le plateau de TNT, mais pour le hockey. Ouais. Je pense qu'il est allé les voir parce qu'il dit là, les boys, toutes mes prédictions vont toutes mal. Expliquez-moi pourquoi j'ai tout pris les mauvais choix. Là. Man, ce gars-là est une sacrée personnalité. Mais bref, oui, c'est ça, là, tu l'as dit, Thunder Grizzlies, man, c'est vers là, pas vers là. Puis on pourrait un peu dire la même chose de la série des Cavaliers. Je pense que c'est. Les Cavaliers ont l'air d'une équipe qui est déjà prête à passer en deuxième ronde. Là. C'est des petits matchs d'échauffement qu'on joue. C'est les deux séries vraiment à sens unique. Au moins, on a des séries un petit peu plus relevées ailleurs dans la NBA. Nuggets Clippers, tu l'as dit en ce moment, qui est peut-être la meilleure série qu'on peut suivre dans la NBA. Que dire de Kawhi Leonard? À date, encore une fois, je touche toujours du bois, puis j'ai toujours pas jinxé. Mais dans l'épisode de dimanche, je disais, hey, c'est le fun de voir Kawhi Leonard être vraiment en santé, puis on le voit, là, tu sais, il a l'air beaucoup plus impliqué, puis il fait des jeux où il n'a pas l'air d'avoir peur pour ses genoux. Et il sort match 2 avec une performance de 39 points. C'était ce Kawhi Leonard que tu peux lui refiler le ballon et le match s'ajuste à son tempo. Il contrôle lui-même, en fait, le tempo de la rencontre. Il fait ce qu'il veut. Et ça a amené à une victoire des Clippers en territoire ennemi. C'était vintage Kawhi. C'est le Kawhi de Toronto qu'on a vu. C'est aussi simple que ça. Le joueur le plus dominant dans la NBA à ce temps-là. Au point même que je me rappelle, je pense que NBA 2K, c'était pour l'occasion de 2K20. Les premières notes accordées aux joueurs, c'était LeBron James et Kawhi Leonard qui étaient à égalité. Je pense que c'est genre 94. Mais c'était les deux plus hauts à cet échelon-là. Puis là, maintenant, Quentin Grimes est 86 parce que les notes sont rendues. C'est le chaos, man. Dans le temps, ça voulait dire de quoi, 94, bon? Ouais, non, exact. Hey, Knicks Pistons, Félix, les Pistons qui peuvent enfin souligner une première victoire en séries éliminatoires depuis 2008. C'était alors contre LeBron James et les Cavaliers de Cleveland. Oh, wow! On a parlé des Cavaliers avec Evan Mobley. Et puis là, je pense que c'est vraiment le party d'entrée pour Cade Cunningham et d'autres joueurs de cette cuvée de repêchage de 2021. Cade Cunningham, quel match au second match au Madison Square Garden. C'est une foule assez hostile, puis c'est une sacrée foule aussi que t'aimes jouer contre pour aller voler ces matchs-là. C'est pas le Centre Bell au hockey, mais c'est pas loin non plus. Là. C'est pas mal. Tu penses à un match. Madison Square Garden, c'est pas la référence niveau basket. À moi, peut-être le Staples qui est rendu le Crypto. C'est peut-être ces deux-là. Là, à moins que j'en oublie un autre. Là, c'est pas mal les deux plus gros. Je voyais déjà en ligne chialer sur le fait que les équipes de gros marché comme les Lakers, ils n'avaient pas l'affaire, les partisans, comparé à des équipes comme le Thunder et les Pacers qui donnent des t-shirts et des affaires de même. Puis à Los Angeles, le monde chialait que c'est juste un spectacle de fashion puis que personne ne veut porter les maudits t-shirts jaunes qui refilent, tu sais. Ça, ouais, c'est pas faux. Mais le Madison Square Garden, il y a quand même quelque chose avec cette place-là, surtout pour le basket. Tu veux gagner au Madison Square Garden. C'est pas pour rien que Michael Jordan capotait autant sur le Madison Square Garden. Là. Voilà. Et que son dernier match avec les Bulls au Madison Square Garden, il a décidé de sortir sa première paire de Air Jordan. D'ailleurs, une de mes scènes préférées du documentaire The Last Dance. Puis il sort ses pieds tout en sang. Son bas est rendu rouge tellement qu'il a absorbé ça. Mais bref. Fait que, ouais, les Pistons, Félix, qui vont voler le deuxième match avec une performance de 33 points de Cade Cunningham et soit dit en passant, une performance extrêmement clutch du MVP de la Coupe du Monde de FIBA, Dennis Schroeder.
Ah, même parle pas de Dennis Schroeder. Tu sais à quel point je suis pas un grand fan de Dennis Schroeder. Vieille histoire de NBA 2K, j'ai jamais aimé le gars 2K. Bref, je reviens à cette série-là. Moi, je pensais que les Knicks allaient se débarrasser des Pistons peut-être en 4 ou en 5. Je pensais que ça allait être une série très courte. Et je regarde les 2 premiers matchs. Les Pistons me font croire que ça va être une plus longue série que je pensais. Je pense encore que les Knicks vont s'en sortir, mais les Pistons sont vraiment venus pour jouer. Ils sont là. C'est pas une équipe qui est... on est loin, mettons, des Grizzlies contre le Thunder. C'est 2 équipes qui n'ont pas une énorme différence. Karl Anthony Towns, qui a connu un 2e match assez difficile, ça a fait très mal aux Knicks. On a besoin que Karl Anthony Towns soit très solide et il ne l'a pas été au 2e match. Puis les Pistons n'ont rien à perdre en ce moment. Les Pistons jouent avec le couteau entre les dents. Puis ça paraît, on les sent plus affamés que les Knicks quasiment. Les Knicks, si on l'air sur le pilote automatique un peu, ça ne pourra pas durer si on veut se sortir de cette série-là. Peut-être que le 2e match va être un peu le wake-up call qu'on avait besoin chez les Knicks, puis ça va sortir un peu le méchant de cette équipe-là pour le 3e match. Mais j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se poursuivre parce qu'en ce moment, les Pistons, je les regarde puis je me dis OK, c'est mieux que je pensais. Je savais que c'était une bonne équipe, mais de là aller voir rivaliser autant que ça avec les Knicks, il m'impressionne vraiment beaucoup à ce niveau-là depuis le début de cette série. On n'a jamais vécu vraiment les Pistons être une force dans la ligue depuis qu'on existe. Il y a même cette fameuse saison en 2019 avec Blake Griffin qui jouait point guard, qui avait toutes les possessions. Là. Mais encore là, ils se sont fait sortir en 4 par les Bucks. Pour finalement eux autres qui ont perdu contre les Raptors 2 séries plus tard. Là. Mais j'ai hâte de voir parce que, encore une fois, on revient aux années 80-90 où les Pistons étaient l'une des forces de la NBA. On parlait souvent des Bad Boys Pistons, tout ça, et quel genre de partisans on peut avoir à Détroit, à quel point. C'est quelque chose, on dit en anglais, hard-nosed, ce genre de partisans de ce genre de marché, col bleu, un peu comme Pittsburgh, en fait, au football, ce genre de partisanerie. J'ai hâte de voir ça. Mais ouais, c'est sûr que Félix, ça va prendre plus que 10 points de Karl Anthony Towns, malgré 37 points pour Jalen Brunson et un Tom Thibodeau qui chiale un peu moins sur l'arbitrage aussi. Peut-être que ça irait loin aussi, mais bon, tu connais mieux que moi sur ces affaires-là, là-dessus. Et que dire aussi de Tobias Harris qui connaît une série, honnêtement. Tu penses de J. Cole, toi, là? Ouais, exact. J'adore le comparatif. Félix, on va rester un peu sur ton sujet. Tom Thibodeau, Karl Anthony Towns avec les Timberwolves qui, après un premier match assez fulgurant, hop, tout d'un coup, un ajustement qui a été fait pour les Lakers. Félix, est-ce que c'est une meilleure défensive ou un sifflet plus favorable qui a fait la différence? Ah, man, c'est insupportable de jouer contre les Lakers. C'est insupportable. J'aimerais te rapporter à une séquence en particulier en fin de match. Je sais. Ouais. Alors que Julius Randle qui s'en va pour un tir descend, puis même l'équipe de description l'a dit, c'est en continuation, atteint LeBron James à la bouche. Et LeBron James qui tombe sur le plancher, se tient les yeux, comme s'il s'était fait crever les yeux, pour que finalement, il se relève comme s'il n'y avait pas de problème. Mais as-tu vu le grand changement aux Oscars cette semaine? LeBron James, dans le fond, c'est qu'ils ont donné le titre de meilleur acteur à LeBron James pour son incroyable performance en fin de match numéro 2 parce que les Timberwolves s'en venaient. Les Timberwolves étaient en train de faire une furieuse remontée de nulle part au 4e quart. On n'a pas été dans le coup pendant 3 quarts dans ce match-là. Naz Reid était mauvais. Nickeil Alexander-Walker jouait comme s'il y avait de l'argent sur les Lakers dans ce match-là. C'était épouvantable, la performance des Timberwolves. À part Julius Randle qui a été exceptionnel dans ce match-là, puis Anthony Edwards qui a commencé à jouer au 3e quart. C'est épouvantable comment l'arbitrage des Lakers, man, je sais, je me répète tout le temps, mais ça rend le produit horrible à regarder. Les autres séries, c'est du super bon basketball, puis on parle pas beaucoup de l'arbitrage dans les autres séries. Tu regardes cette série-là, d'un, ça casse le rythme tout le temps. De deux, quand il n'y a pas de sifflet, Luka, LeBron, ça va instantanément chialer tout le temps. Sérieusement, c'est désagréable à regarder. On est loin, mettons, du hockey où est-ce que Brendan Gallagher a un double échec d'en face, continue à jouer comme si de rien n'était, puis il y a un entre-deux, là, comprends-moi bien, là, les deux, c'est pas correct, là, il y a un entre-deux à trouver, là, mais man, c'est pas le fun à regarder. Mais en même temps, tu regardes ça, tu dis, les Timberwolves ne tireront pas si mal que ça. C'est 85 points, c'est leur pire performance, le plus petit nombre de points cette saison pour les Timberwolves. On ne sera pas aussi mauvais que ça au tir à chaque match. Dante DiVincenzo va se rappeler comment réussir un hostie de 3 points une fois dans sa vie. Il y a ça, mais on parle de l'arbitrage aussi. Ça a peut-être mené aussi au fait que les Timberwolves
n'ont jamais pu jouer avec Dante DiVincenzo du match, carrément. Le gars a jamais eu 6 fautes en un match de toute la saison. Il n'a jamais été expulsé pour avoir eu 6 fautes. Après 8 minutes contre les Lakers, 8 minutes avec 4 fautes. C'est complètement ridicule, man. C'est frustrant. C'est vraiment frustrant. Puis les Timberwolves ont été dans le coup. Là, on va aller au Minnesota. Peut-être que changer un peu, les jouer devant nos partisans, ça va un peu craquer les gars. Peut-être que l'arbitrage va être un petit peu plus clément. C'est rare, là. C'est quand même les Lakers. Là. Mais si ça peut être un petit peu moins désagréable, peut-être que ça va donner une chance aux Timberwolves. Mais oui, l'arbitrage, c'est une chose, mais tu ne gagneras pas en étant aussi mauvais que ça en tirant. Il faut que tu rentres tes tirs. Puis les Timberwolves n'ont pas fait ça dans le deuxième match et ça leur a coûté la victoire. Le gros ajustement aussi qui a été apporté là, par les Lakers qu'eux pouvaient contrôler en dehors d'un arbitrage douteux, ils ont eu absolument tous les looks qu'ils pouvaient avoir pour avoir Rudy Gobert. C'était surtout la clé qu'on se disait, c'était ils vont essayer d'exploiter le fait que Rudy Gobert est sur le court. On va essayer d'avoir tous les switches pas possibles pour essayer de l'avoir. Et à chaque fois, j'ai l'impression qu'on était capable d'avoir soit Luka Doncic, soit Austin Reeves sur Rudy Gobert. Puis c'est là que le sifflet change la donne, dans le sens où, habituellement, les Timberwolves, pour contrer ça, le plan idéal pour les Timberwolves en défensive, c'est d'avoir Rudy Gobert dans ce qu'on appelle la position du roamer. Donc, sa job, c'est de patrouiller un peu, puis de pas avoir nécessairement un gars attitré, mais d'être capable de se déplacer, d'être capable de venir aider si un joueur se fait dépasser ou quoi que ce soit, protéger un peu plus la bouteille. Mais là, si t'as pas un gars comme Jalen McDaniels qui est capable de t'aider, Jalen McDaniels est tellement important à cette équipe-là pour cette seule et unique raison-là, dans le sens où il peut automatiquement neutraliser le meilleur joueur offensif de l'autre côté. C'est un des meilleurs joueurs défensifs de toute la NBA. Mais a une petite tendance à avoir un peu trop de fautes. Tu le mets contre les Lakers, c'est épouvantable, c'est faute après faute après faute. Puis il reste qu'autour de lui, on a des bons éléments défensifs, mais Anthony Edwards, tu ne veux pas trop le brûler en mettant des grosses assignations défensives. Puis c'est pour ça que je suis en train de me demander, peut-être que Jalen Clark a une place dans cette série-là, dans le sens où sans être Jalen McDaniels, on l'a vu défensivement, ce gars-là peut changer la donne. Il joue avec tellement d'intensité et tout. Puis un autre gars que j'ai beaucoup aimé sa performance dans le deuxième match, Terrence Shannon Jr., un choix de première ronde, dernier repêchage, a amené vraiment une intensité qu'on n'avait pas, craqué un petit peu cette équipe-là. Rob Delanium qui est blessé, le choix de top 10 de cette équipe-là au dernier repêchage est blessé, mais Terrence Shannon Jr. a amené un peu d'intensité et je pense qu'il y a peut-être une place pour lui dans cette série-là sur des moments très isolés. Puis quand tes gars vont inévitablement se ramasser en problème de faute parce que tu joues contre les Lakers, je pense qu'il y a peut-être une place pour lui. Peut-être que ça, c'est un ajustement qu'on pourrait faire au Minnesota. Je pense qu'il faut faire confiance aux jeunes Clark et aux jeunes Shannon Jr. Je pense que oui, on a une belle profondeur et il faut en profiter au Minnesota. Es-tu toujours confiant dans cette série-là, Félix? Oui, Timberwolves en 7. Je pense qu'ils ne tireront pas aussi mal qu'ils ont tiré au deuxième match tout le temps. Fantastique. Ailleurs, sinon dans l'Ouest, on a l'affrontement Warriors-Rockets qui, après un massacre des Warriors au premier match, c'est l'inverse cette fois-ci qui est arrivé. Houston qui a tout fait de ce qui a fait son succès cette saison, c'est-à-dire la défensive. On a tenu les Warriors à 85 points dans ce match-là. Et aussi les Warriors là, qui jouent un peu de malchance avec Jimmy Butler sur un contact assez accidentel, tombe au sol. Puis c'est assez laid. On attend encore les résultats de son scan, mais difficile d'être confiant en les Warriors avec si on est pour manquer Jimmy Butler, assurément, ça devrait arriver. C'est Jimmy Butler, mais on a changé tellement tout de cette équipe-là. Depuis que Jimmy Butler est arrivé, on a une des meilleures équipes de la NBA. C'est pour ça qu'on voyait les Warriors comme une équipe qui peut potentiellement causer la surprise en tant que 7e tête de série. Surtout que les Rockets, c'était peut-être pas la 2e tête de série la plus inspirante de l'histoire. Je pense qu'il y avait une série à gagner là pour les Warriors, mais si Jimmy Butler n'est pas là, man, c'est terrible. La raison pour laquelle Jimmy Butler a été amené, c'est parce que Steph Curry avait besoin d'une autre vedette à côté. Il avait besoin d'un autre gars qui fait être le gros morceau pour son équipe. Yeah, on va le laisser gérer en défense. Ça prenait un autre gars qui pouvait aider Steph Curry, surtout offensivement.
Butler a tellement amené quelque chose à cette équipe-là. Puis l'effet de Jimmy Butler, je vous dis tout de suite, là, c'est durée très limitée. Là. C'est 1 an ou 2, puis après ça, ça va être le plus gros drame que tu peux t'imaginer. Jimmy Butler et Draymond Green ensemble, vous n'êtes même pas prêt à quel point ça va exploser à un moment donné, ces deux-là. Là. Mais pour le moment, Jimmy Butler était tellement un morceau positif, un ajout positif à cette équipe-là. Et là, malheureusement, c'est un geste, j'ai pas envie de dire un geste dangereux de Thompson, mais c'était pas un geste qui était super clean non plus. On sentait qu'il a vraiment essayé pas d'y sauter dans les pattes, mais quasiment là, aucune affaire à sauter aussi bas que ça. Là, oui, certains disent que Draymond Green a poussé. Je pense pas qu'il a tant poussé que ça. Mais bref, on va surtout souhaiter aux Warriors que Jimmy Butler ne manquera pas trop de temps. Évidemment qu'il ne manquera pas de temps, mais ça avait l'air d'une blessure assez sérieuse que c'est hier, malheureusement. Assez sérieuse. Je pense que l'équipe de couverture disait, je pense que c'était Stephen Curry et je pense que Kuminga avaient eu des blessures de la sorte, puis ils ont manqué finalement 2 matchs. Espérons que ce soit la même chose pour Butler. Puis là-dessus, je disais aussi 85 points pour les Warriors. Finalement, c'est 94, excusez-moi pour le petit détail, le petit manquement. Je vais mieux veiller à ma tâche. Sinon, Celtics Magic, encore une fois, la logique est respectée. Les Celtics qui ont joué sans Jason Tatum. Fait qu'on se dit que c'est une blessure assez sérieuse pour le forcer à manquer le deuxième match. Mais pas de problème quand le 6e homme de l'année, Peyton Pritchard, à tes côtés. Et finalement, Félix, j'ai envie de laisser la meilleure série pour la fin pour ce qui va s'en venir après. C'est la série Pacers-Bucks qui, là, salue le retour de Damian Lillard dans la NBA. On ne savait pas s'il allait revenir tout court, en fait, avec des problèmes de caillots sanguins. Pacers, encore une fois, effort collectif mené par Tyrese Haliburton, voté anonymement comme étant le joueur le plus surestimé de la NBA. Il a sorti son petit 20 points, 10 passes presque quotidien. Et à l'inverse, Félix, malgré le retour de Lillard, les Bucks qui maintenant s'inclinent pour une deuxième fois dans cette série-là. Et on va finir sur la meilleure chose possible qu'on puisse faire à la triple menace. Doc Rivers s'est dit très confiant dans cette série-là, bien qu'il tire de l'arrière à 0-2. Doc Rivers, qui, soit dit en passant, on parle de ce même sondage anonyme, qui, d'ailleurs, les 158 répondants sont des joueurs de la NBA. Doc Rivers a été nommé au 3e échelon pour le pire entraîneur de la NBA, derrière Mike Budenholzer, qui était avec les Suns, et Brian Keefe des Wizards de Washington. Man, la seule, tu me dis très confiant, puis Doc Rivers dans la même phrase. La seule raison pour laquelle tu mets très confiant et Doc Rivers dans une même phrase, c'est je suis très confiant que Doc Rivers va faire quelque chose d'épouvantable en série, et je suis très confiant que Doc Rivers n'est pas l'homme de la situation pour diriger une équipe. Je sais pas comment ce gars-là continue à se ramasser de la job année après année après année quand c'est tout le temps des résultats. Combien de temps le championnat de 2008, où il y avait une super équipe, peut donner de la job à quelqu'un? Combien de temps? J'en reviens pas, man. C'est quand est-ce qu'on va enfin réaliser collectivement que, hey, tu sais quoi, peut-être que il n'a pas fait une si grosse job que ça en 2008. Là. Peut-être qu'il y avait déjà un popé noyau de joueurs qui se gérait pas mal par lui-même. Mais non, continue de donner de la job, ça marche pas. Mais, nous autres, on va le changer. Nous autres, il va être bon avec nous. Nous autres, on l'aime. Nous autres, on va le sauver, Doc Rivers. Non, il n'y a personne qui va rien faire avec Doc Rivers. Là, chez moi, avec Doc Rivers, j'ai tellement hâte que les Bucks se fassent balayer et qu'on donne une prolongation de contrat à Doc Rivers. Parce que rendu là, pourquoi pas? Continue dans ta merde, laisse Giannis partir parce que tu vas l'avoir frustré d'avoir échangé Chris Middleton pour un gars qui fait une ligne de 0 en série, qui fait du cardio. Man, je suis plus capable de Doc Rivers. Enlève-moi ça de la ligue. Ce gars-là a plus de vie qu'un fucking chat, man. Ça n'a aucun sens. Moi, je me dis, c'est peut-être l'année, là. Peut-être, je me l'étais dit après Philadelphie, mais tu sais, c'était un sentiment pas mal collectif et quasi anonyme, unanime, pardon, comme quoi, hey, tu sais quoi, peut-être que c'était la dernière chance qu'on pouvait y accorder. Là, hostie, il y en a une autre qui a été accordée. Là, je me dis, OK, c'est beau, les Bucks ont fait fi un peu à la règle, mais tu peux oublier après ça. Il y a quelqu'un d'autre, man. Il y a quelqu'un d'autre qui va y en donner une job. Mais il a gagné en 2008, on va lui donner une job. Ça va arriver, man. C'est le style vieux classique de recyclage de coach qu'on chiale tout le temps dans LNH. Doc Rivers, c'est la même affaire dans NBA. Pareil. Exactement, c'est Peter Laviolette. C'est la même chose.
Mais on parle de 2006 pour Peter Laviolette, encore plus loin Encore que plus ça. longtemps, c'est terrible. Terrible. Ouais, assez terrible. Anyways, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié cette dernière heure d'émission avec nous où on s'est amusé à chialer un petit peu sur les séries éliminatoires, mais surtout de décortiquer ça parce que, mon Dieu, quand on a du stock, puis si on a le temps, puis on a quand même un beau petit devoir à vous faire de voir jaser de ça. C'est toujours plaisant. Félix, tu as terminé ta session d'école? Yes, ma session est officiellement terminée. Maintenant, je peux enfin passer tout mon temps à écouter ces séries-là. Le repêchage de la NFL, d'ailleurs, Cam Ward qui va devenir auditeur dans quelques heures. J'ai tellement hâte qu'on enregistre dimanche et qu'on sorte cette clip-là de Cam Ward va devenir auditeur quand ils vont prendre n'importe qui d'autre. Non, mais je suis confiant que Cam Ward va être là. Et on va suivre évidemment le Canadien qui continue de jouer demain et dimanche. On va espérer que dimanche ce ne soit pas un pas de funérailles de la saison du Canadien. Mais je pense encore qu'il y a beaucoup trop bras abandonnés dans cette série-là. Les 2 premiers matchs sont quand même encourageants malgré les défaites. Puis le Canadien joue avec la fameuse expression du house money. Là. Le Canadien a déjà, cette saison-là a déjà un succès sur toute la ligue. Même s'ils se font balayer, c'est quand même une bonne saison. Fait, profitons de ce qui reste, puis espérons qu'ils vont être capables de renverser la vapeur. Ils l'ont en eux, j'en doute pas. Maintenant, c'est à eux de le prouver. Ils l'ont entendu ici en premier, les auditeurs. D'ici là, mesdames et messieurs, on vous invite quand même, comme à chaque épisode, de venir nous rejoindre sur nos pages des réseaux sociaux, notamment via le groupe Facebook des superfans des Tigers de Guangdong, où vous pourrez interagir avec nous et participer à l'émission telle qu'avec le Perron d'Église. Sinon, Instagram, TikTok pour avoir accès à toutes nos autres publications, que ce soit concours ou même clip de la semaine. D'ici là, on se donne rendez-vous à dimanche à la Triple Menace pour le programme régulier. Et ciao, ciao!